faut qu'on discute. Une vidéo sur un boîtier sur ma chaîne, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est pas vraiment habituel. J'en ai fait quelques-unes par-ci par-là quand on me l'a proposé, mais c'est vraiment quelque chose que je recherche pas. Parce qu'en fait, ça m'amuse pas tant que ça. Et puis il y a trop de boîtiers qui sortent. Si vraiment je devais commencer à faire une review de chaque boîtier, objectif ou flash, n'importe quoi qui sort, je pourrais pas. En fait, je pourrais pas suivre. Et puis je crois que ça m'amuserait pas, tout simplement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai beaucoup de mal avec le mot influenceur parce que pour moi, en fait, je ne suis pas là pour vous influencer. Je préfère bêtement vous apprendre des choses que de vous dire quoi acheter ou quoi pas acheter. Et d'ailleurs, je le fais en connaissance de cause. C'est un choix que j'ai fait au début de la chaîne parce que les vidéos sur le matériel sur YouTube sont évidemment celles qui marchent le mieux. Parce que malheureusement, parfois, les gens préfèrent savoir quoi acheter pour faire des photos plutôt que savoir quoi apprendre pour faire des photos. Mais bref, du coup, pourquoi une vidéo sur le X106? Ce boîtier, clairement, il a fait péter les plombs à tout le monde. Quand il a été annoncé, puis quand il allait sortir, puis maintenant qu'il est sorti, on n'entend parler que de lui. Et puis là, bon, bah, t'as deux teams. T'as ceux qui disent c'est le meilleur boîtier du monde, il faut à tout prix l'acheter avant qu'il n'y en ait plus. Il y en a qui vous disent achetez-le, revendez-le plus cher plus tard, parce qu'on en arrive là. Et après, t'as l'autre team, ceux qui marquent arnaque en gros sur la miniature, ceux qui font des petites moues un peu comme ça, c'est avec le boîtier comme ça. Et en vrai, si ma chaîne était vraiment axée sur le test de matériel, j'aurais peut-être fait une miniature comme ça. Ou comme ça. Bon, du coup, avec tout ce speech, tu vas dire, bah, pourquoi tu nous fais une vidéo sur le X106? Et bien simplement, en fait, parce que cet appareil m'a été prêté, clairement, je vous savez à quel point j'adore la transparence. Cet appareil m'a été prêté, mais non pas par Fujifilm, mais par Digitphoto, qui est un magasin avec qui je suis partenaire. Encore une fois, la transparence est importante ici. Un magasin avec qui je suis partenaire, chez qui j'ai un code créateur. Enfin, ça, si vous avez vu 2 de mes vidéos, vous le savez. Ils m'ont appelé en me disant reconstitution. Salut Loris, c'est Tristan de chez Digit. Écoute, on a rentré un X106. C'est un boîtier qui va faire un carton, qui fait déjà un carton, qui fait beaucoup parler. On a possibilité de te le prêter. Est-ce que ça t'intéresse de le tester 2 jours? Et puis d'en dire ce que t'en penses. Mais je me suis dit, bah tiens, sur internet, je vais passer des tas de vidéos de gens qui donnent leur avis sur ce boîtier sans même l'avoir vu. Et du coup, je me dis, bah, j'ai l'occasion de l'avoir. Bah, ça peut être pas bête de faire des vues. Non, ça peut être pas bête du coup de partir 2 jours avec et puis de le tester, de voir ce que ça dit quoi. Énorme disclaimer, 48 heures en vrai, c'est très peu pour tester un boîtier. C'est-à-dire que la première fois où je l'ai pris en main, on peut pas dire que je savais m'en servir. Et ça, on va en discuter tout au long de cette vidéo. Et que du coup, comme j'ai pu y avoir accès pendant 2 jours, il est là, il est beau, c'est bien le X106. Bah, je me dis, bon, ça aurait été dommage de ne pas le tester. Ça m'a pris, allez, 2 grosses demi-journées de shooting pour voir un peu ce qu'il donne. Et puis ben, de vous en faire un retour parce que il y a vraiment une attente qui est incroyable sur ce boîtier. J'ai à peine posté une story montrant qu'on me l'avait prêté et j'ai eu des tas et des tas de messages. Mais genre vraiment, j'ai jamais eu autant de messages par rapport à du matériel. Et je me suis dit, bon ben, allons-y, testons la chose. Et un dernier disclaimer, je ne suis absolument pas testeur de matériel professionnel. À chaque fois que je teste du matériel sur cette chaîne, ce que je fais, c'est que je prends le matériel, je vais sur des vrais shootings et genre je bosse avec comme je bosse d'habitude. Je n'ai aucune légitimité pour vous dire quoi acheter, quoi pas acheter. Faites ce que vous voulez. J'ai beaucoup trop parlé. Le Fuji X106 sur le terrain, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors pour les gens qui n'ont pas entendu parler de ce boîtier, s'il en reste, le Fujifilm X106, c'est un boîtier très compact, APS-C avec une focale fixe équivalent 35 mm. C'est souvent décrit comme l'appareil parfait pour la photo de rue, de voyage, pour barouder, choper un petit peu tous tes moments de vie. L'autre gros point fort de Fuji, c'est d'avoir importé directement dans l'appareil des simulations de pellicule qui vont te permettre de typer très fortement ta photo directement à la prise de vue. Beaucoup diront même, avec Fuji, tu peux shooter en JPEG tellement c'est propre. Digitphoto m'ont donc prêté ce boîtier mercredi matin et je l'ai rendu vendredi matin. J'ai eu le temps de booker 2 shoots entre temps et je vais tout te raconter de manière chronologique, comme ça tu vas comprendre en même temps que moi comment je l'ai découvert. Le mercredi, moi en début de journée, j'avais un job. J'ai donc juste eu le temps de charger le boîtier et j'ai donné rendez-vous à Lucie à 17 h à la gare de Metz. Donc je débarque sur le shoot avec en tête l'idée que
Bon, j'ai pas vraiment regardé le boîtier, mais c'est un boîtier, ça va, j'en ai vu d'autres. À la boulette. Un premier conseil que je peux te donner si tu achètes ce boîtier, allume-le chez toi et prends du temps pour bien regarder les menus, parce que l'ergonomie, elle m'a rendu dingue au premier allumage. Clairement, ce petit boîtier m'a rendu fou, j'ai rarement été aussi paumé en allumant un boîtier. Alors pour leur défense, je ne suis pas habitué du tout à l'ergonomie Fuji, mais bon, lors de la première séance photo, j'ai voulu tester le mode vidéo, et bah j'ai pas trouvé le mode vidéo. Genre j'ai voulu, mais je l'ai pas trouvé. On m'a dit plus tard qu'il suffisait d'appuyer sur le bouton qui s'appelle Drive Delete et d'aller tout en bas du menu pour que le mode vidéo s'active tout seul. Bon, ça en vrai, c'est quand même pas fou. Pour moi, niveau ergonomie, ce boîtier il est un peu vicieux parce qu'on te le propose comme un boîtier qui s'inspire de l'argentique avec une molette pour chaque réglage, ouverture, vitesse, ISO. Et ça, c'est vrai. Ces trois réglages là, ils sont accessibles sous les doigts directement, t'as aucun souci. Une fois que tu es en train de shooter, c'est vraiment très simple. Par contre, tout le reste, ça se passe dans les menus. Un truc tout bête par exemple, moi je fonctionne toujours en balance des blancs manuel. Je trouve ça plus simple, comme ça j'ai qu'à changer la valeur, je la mets où je veux et puis ça va plus vite. Sur ce Fuji, il y a un bouton Q qui marche très bien et qui est globalement présent sur beaucoup de boîtiers. C'est un bouton qui va t'ouvrir un menu avec les réglages principaux d'un appareil, dont celui de la balance des blancs. Et bien là par exemple, dans le menu balance des blancs sous le bouton Q, je trouve le mode balance des blancs manuel, à part que je ne peux pas en changer la valeur. Je peux sélectionner balance des blancs manuel, mais pour en changer la valeur, ça se passe dans un autre menu. En fouillant un peu par la suite, j'ai été me balader dans le menu qui permet de personnaliser le boîtier. Et ça vraiment, je vous conseille de le faire parce qu'absolument tous les boutons de ce boîtier sont personnalisables. Même la bague de mise au point. Moi qui ne fais pas la mise au point manuelle, j'ai mis complètement autre chose. Et ça c'est vraiment cool. Et je découvre que dans la personnalisation, on peut même swiper l'écran de gauche, droite, haut et bas pour avoir accès à 4 fonctions différentes, dont du coup la balance des blancs. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai testé, ça n'a pas marché, parce qu'en fait ça, il faut l'activer dans un autre menu. Bref, j'active tout, et là, miracle, je swipe vers la droite, j'ai un menu balance des blancs qui arrive, dans ce menu j'ai ma balance des blancs manuelle et je peux changer directement la valeur. Pour le coup, ça marche. C'est juste qu'à l'allumage du boîtier, c'est vraiment compliqué quoi. Et finalement, je me rends compte que pour moi, ce boîtier propose peut-être trop de choses pour sa petite compacité. Parce que parfois, tu as des fonctions qui vont rentrer en conflit. En haut à droite de l'écran qui est donc tactile, tu as une petite icône qui te permet de choisir ce qui va se passer quand tu appuies sur l'écran. Par exemple, faire la mise au point ou déclencher une photo. Et ça, ça marche bien et c'est cool. À part que, comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, moi j'avais réglé le tactile pour faire en sorte que si je swipe vers la droite, j'ai accès à la balance des blancs. Et une paire de fois, en voulant changer ma balance des blancs, j'ai fait une œuvre d'art. Alors évidemment, c'est pas des choses qui sont graves, mais ça insiste sur le fait qu'il faut vraiment que chacun personnalise son boîtier à son utilisation. Et ça vraiment, je pense que l'expérience avec ce boîtier, elle est radicalement différente si tu as passé une petite heure à le personnaliser ou pas. Bon, et en shoot, ça donne quoi? Clairement, j'ai entendu dire que l'autofocus marchait très bien sur ce boîtier. Donc j'ai simplement mis l'appareil en mode autofocus continu, détection des visages, et j'ai choisi la zone sur tout le capteur. Comme ça, en fait, l'appareil se débrouille tout seul. Et en vrai, ça a très bien marché. L'appareil détecte très bien les visages. Là, on est en plein jour. Mais pour le coup, j'ai eu très peu de déchets de mise au point sur toute cette série. Niveau focal, t'as pas le choix. C'est un équivalent 35 mm et c'est tout. Tu ne peux pas changer les objectifs. Et pour moi, ça fait partie de l'essence même de cet appareil. Et donc du coup, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que déjà moi, le 35, c'est une de mes focales favorites parce que je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette focale. Et puis le fait d'être un peu contraint, finalement ça te permet d'être pourquoi pas un peu plus créatif. Comme je le dis tout le temps en mariage, moi je déteste les zooms parce qu'ils me rendent feignant. J'ai tendance à me dire je vais me mettre ici, je vais faire une photo 28, une photo 70. Et en fait, avoir une seule focale quelque part, ça te bride un peu et je trouve ça pour le coup plutôt cool pour être créatif. Je trouve avec mes maigres connaissances que l'optique se débrouille vraiment bien, ça pique fort, ça ouvre à f2, ce qui est quand même très confortable dans beaucoup de situations. Un des plus gros changements du X106 par rapport au X105, c'est son capteur qui double quasiment sa résolution, on passe à 40 millions de pixels. Alors ça en vrai c'est cool, tu peux faire des tirages plus grands, tu peux plus recadrer en post-prod, mais il faut vraiment qu'on parle justement de cet argument qui pour moi me fait un peu tiquer. Je trouve personnellement que ce boîtier n'est pas polyvalent, du fait de son optique fixe. Mais il y a beaucoup de gens qui pour sa défense disent
Oui, mais il y a un mode 50 mm et un mode 70 mm. Alors, qu'on soit bien clair, quand tu passes l'appareil en mode 50 mm ou 70 mm, la photo sera juste croppée. Ce n'est rien d'autre qu'un crop. À aucun moment, ton objectif se transforme en 50 mm ou en 70 mm. Tu vas juste avoir un crop dans ta photo. Si je vais t'expliquer clairement, ça veut dire que tu peux prendre n'importe quel appareil photo, lui mettre un 35 dessus et dire je vais émuler un 50 mm en zoomant dans l'image. En fait, tu vas juste cadrer comme si tu cadrais avec un 50, mais à aucun moment ton objectif ne devient un 50 mm. Et donc du coup, évidemment, plus tu as de millions de pixels, plus il va t'en rester une fois que tu as croppé. Ce qui veut donc dire que le X106 avec ses 40 millions de pixels est beaucoup plus permissif sur le recadrage. Mais par contre, encore une fois, à aucun moment tu as plusieurs objectifs simulés dans cet appareil. Ce n'est que du crop. Bref, regardons encore quelques images de Lucie devant ce bâtiment. Une fois l'appareil réglé et pris en main, globalement ça roule tout seul, l'autofocus fait son job, le capteur m'a l'air bon, les RAW sont cool et assez faciles à traiter, j'ai trouvé la stab plutôt efficace, j'ai eu aucun problème de flou de bouger. Après j'étais à des vitesses qui n'étaient pas non plus trop tendancieuses sur cette série là, mais bon, ça fait le job quoi. En retournant à la voiture, j'ai voulu faire quelques images dans le parking parce que ça me permettait de tester l'autofocus en basse lumière et puis je trouvais que l'ambiance y était plutôt cool. Là encore une fois, l'autofocus, s'en est vraiment bien sorti, j'ai pas eu de soucis majeurs. J'ai évidemment rajouté un flash, vous commencez à me connaître, je me suis dit un tout petit appareil, un tout petit boîtier, je vais mettre un tout petit flash. J'ai utilisé un A2 avec un petit magnum et je trouve que ce qui se dégage de cette série, c'est plutôt chouette. Je suis ensuite rentré chez moi et il y avait un joli ciel. Et d'habitude, je me dis, c'est un joli ciel, cool. Et puis je passe à autre chose. Et puis là, j'avais l'appareil qui était posé à côté. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire une photo, le ciel est beau, ça fera un souvenir. Alors c'est probablement parce que j'étais en train de tester cet appareil que j'ai déclenché cette photo. Mais en vrai, pendant ces 2 jours, il y a plusieurs fois où j'ai fait des photos que j'aurais pas faites si j'avais dû aller chercher mon matos quelque part ou le sortir d'un sac et ainsi de suite. J'avoue que avoir un petit appareil à portée de main prêt à shooter, finalement ça fait déclencher un peu plus de photos qu'on n'a pas prévu. Et ça, c'est quelque chose que je peux trouver cool. Le soir, rentré tranquillement, après l'échec de ne pas avoir trouvé le mode vidéo, je me suis mis plus sérieusement dans tous les menus et j'ai configuré le boîtier comme je le voulais. Et j'ai eu quelques petites surprises en mode tiens, il y a ça, c'est incroyable, il y a ça aussi. On verra demain. Jour 2. J'ai vu la veille dans les menus que le boîtier, en plus des visages, pouvait reconnaître des sujets comme les chiens, les chats, les avions, les trains. Alors j'ai pas de train qui passe dans mon salon, mais j'ai un chat. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de ouf, mais je me suis dit, tant qu'on y est, on va essayer. J'ai activé la détection des chats et il a trouvé l'œil du chat en quelques secondes. J'ai pu faire ces quelques photos qui ont fait extrêmement plaisir à ma copine. Voilà, c'est cool. Je suis donc retourné à Metz et cette fois-ci j'ai rejoint Mila pour quelques photos en extérieur en plein jour. Et là, il y a 2 fonctions que j'ai trouvées vraiment trop chouettes sur ce boîtier. Mais genre vraiment, dont une qui pourrait me le faire acheter. La première, c'est le filtre ND intégré en photo mais surtout aussi en vidéo. Avoir un filtre ND directement dans le boîtier, ça c'est vraiment cool parce que déjà tu peux pas l'oublier. Et puis en fait, ça t'évite de visser et dévisser des machins. Je me le suis mis sur un raccourci. En une simple pression sur le bouton, j'avais ou pas un filtre ND. Et ça vraiment, c'est très chouette. Et la fonction qui est la plus incroyable pour moi sur ce boîtier, c'est la synchro flash à 1/4 millième de seconde. Je répète, le flash, sa synchro est à 1/4 millième de seconde. Ça veut dire que je peux faire des photos au flash à 1/4 millième de seconde. Je le répète, mais en fait, sur mon Sony, je suis à 1/200e. Imaginez la différence qu'il y a entre 1/200e et 1/4 millième. Ce qui veut dire que si je veux faire une nuit américaine, par exemple, je peux baisser ma vitesse, rester à une grande ouverture si j'en ai envie, et du coup, je peux faire une nuit américaine avec un flash qui est beaucoup moins puissant, parce que j'ai pas mis de filtre ND et parce que j'ai pas fermé mon diaph. C'est la vitesse qui va casser ma lumière ambiante. Et ça, du coup, en vrai, sur un si petit boîtier, c'est complètement fou. Je te laisse regarder quelques photos.
Bon, ensuite, je me suis calmé avec mes flashs. Je me suis dit, allez, boîtier de rue, petit boîtier compact. J'ai vu un joli rayon de lumière qui passait dans la rue. J'ai dit à Mila, mets-toi dans la lumière, on fait quelques photos. J'ai ensuite profité du soleil qui commençait à tomber pour tester les contre-jours. Puis j'ai testé le mode vidéo. Là encore, une fois qu'on arrive à l'enclencher, le mode vidéo propose beaucoup de choses. 6,2K, des ralentis très honorables, 4K 60, tu peux aller jusqu'à 240 en Full HD dans un mode spécial ralenti. C'est quand même assez fou dans un aussi petit boîtier. Le tout en 4.2 de 10 bits, c'est vraiment cool. En plus de ça, tu as un log, c'est-à-dire que tu peux par la suite vraiment bien étalonner tes images. Moi, je trouve que la promesse en vidéo, elle est forte, elle est très forte. Bon, après, tu as une prise micro HDMI, truc que moi je déteste, mais en vrai, ce boîtier, je ne me vois pas l'équiper pour un tournage. Le boîtier est assez petit. Si je lui mets un écran et une batterie NPF qui font 3 fois son poids, je trouve qu'on perd l'intérêt de la chose. Je l'ai donc testé à la main, simplement pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre en vidéo, et j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est-à-dire que le log, plus le 4.2 de 10 bits, plus l'autofocus qui tient vraiment la route, j'ai essayé de le mettre en défaut avec des contre-jours et ainsi de suite, et franchement, regarde les images, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Bon, et maintenant ce petit plus dont tout le monde parle, qui fait tant le charme de Fuji, les simulations de films. Alors attention, je vais peut-être être un peu trop terre à terre, ne m'en veux pas. Les simulations de films sont très cool et c'est vraiment chouette de pouvoir changer le look de ton image en une simple pression sur un bouton. Moi je l'avais mis sur la bague de mise au point, c'est-à-dire qu'en tournant la bague de mise au point, j'avais vraiment ma photo qui changeait dans le viseur et c'est assez agréable de voir à quoi ça va ressembler quand elle sera traitée. Mais est-ce que finalement, Fuji n'a pas simplement mis des sortes de presets Lightroom dans un boîtier? Pose cette brique Augustin, je m'explique. En effet, il y a toute une partie du boîtier qui est ultra complète et qui est dédiée au fait de pouvoir sortir un JPEG directement du boîtier sans passer par la case ordinateur, Lightroom et compagnie. Tu as donc ces fameuses simulations de films, mais en plus de ça, tu as des tas d'options dont l'ajout de grains directement depuis le boîtier. Tu peux ensuite la récupérer sur ton téléphone et la poster en direct. En vrai, c'est complètement cool, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Et je crois en fait que tout le problème de ce boîtier, pour moi, il est là. Est-ce que ce Fuji est révolutionnaire? Pour moi, non. Est-ce que ce Fuji est un très bon boîtier? Mais oui, clairement. Si moi je devais n'avoir qu'un seul boîtier, ce ne serait pas celui-là. Par contre, je m'imagine bien le prendre en vacances pour aller shooter un modèle avec un mood très précis. Je m'imagine bien le prendre chez des potes, en fait pour qu'ils m'accompagnent un peu toute la journée. Mais mon utilisation personnelle et surtout mon utilisation professionnelle ne me permettrait pas de shooter avec ce boîtier, tout simplement. Je le trouve un peu cher pour moi. Alors pourquoi je dis pour moi? Parce qu'en fait, la moitié de ce qui fait son charme ne m'intéresse pas. Le fait par exemple qu'on puisse sortir un JPEG très poussé depuis le boîtier, c'est quelque chose qui est très cool, qui est valorisé forcément, donc ça coûte un peu d'argent, moi ça m'intéresse pas. Le fait que le boîtier soit extrêmement beau, parce qu'on va pas se mentir, ce boîtier est beau de ouf, moi ça rentre pas dans mes critères. Et finalement je me rends compte que pour moi le X106 parfait, ce serait un X106 qui serait moins cher et qui ressemblerait à ça. En fait, ce que moi je cherche dans les brocantes, c'est des tout petits boîtiers argentiques avec simplement les fonctions de base, et donc du coup avoir la même chose en numérique sans toute la partie édition de JPEG et tout en moins cher, pour moi ce serait genre mais totalement parfait pour me balader, pour aller en vacances comme je disais tout à l'heure. Pour moi, ce qu'il faut comprendre avec tous ces effets d'annonce, parce qu'on voit de plus en plus de créateurs de contenu qui sont soit trop enthousiasmés, soit au contraire qui vont descendre le produit pour se démarquer un peu. Moi, en fait, ce que je trouve, c'est qu'on devrait simplement des fois avoir le droit de soit ne pas avoir d'avis ou de pas être aussi tranché et se dire simplement qu'un produit n'est peut-être pas nul, mais qu'on n'est pas la cible ou qu'il n'est pas pour nous, tout simplement. En ayant passé 2 jours avec, je comprends tout à fait le carton que peut faire ce boîtier. Il est petit, il est vraiment beau, il sort des images qui sont vraiment cool, et puis surtout il propose quelque chose, il est assez tranché avec son unique optique. Et d'ailleurs, en parlant du prix, pour les gens qui sont vraiment intéressés par ce type de boîtier,
oublions pas que ça vaut vraiment beaucoup moins cher qu'un Leica Q3 par exemple. Et du coup, il y a des petites choses qui me chagrinent un peu sur ce boîtier. Un seul slot de carte SD pour moi, c'est très compliqué, mais encore une fois, je l'utiliserai pas de manière professionnelle de toute façon. La batterie qui ne fera certainement pas la journée, je pense. Je l'ai pas utilisé beaucoup, mais quand je suis rentré, il restait à chaque fois 60 à 50% de batterie, alors que je shootais pas tant que ça. Pas de chargeur dans la boîte, mais ça, on commence malheureusement à avoir l'habitude. Le petit joystick, j'ai pas eu de feeling du tout avec, et j'avoue que les roues qu'il y a sur mon A7 IV par exemple, ça m'a vraiment manqué pour aller chercher les photos, les sélectionner, des petites choses. Mais sorti de là, on a un boîtier qui est vraiment tranché, qui propose quelque chose de vraiment différent, avec une optique très qualitative, des images qui en sortent qui sont vraiment chouettes. Je comprends tout à fait le carton qu'il fait. En conclusion, c'est vraiment pas à moi de te dire si tu dois l'acheter ou pas. C'est un très bon boîtier pour ce qu'il propose. Mais par contre, sois sûr, si tu sais pas si tu veux l'acheter ou pas, d'avoir bien compris ce que propose ce boîtier. N'oublie pas que si tu veux soutenir mon taf, le plus simple c'est déjà de t'abonner à cette chaîne. Et aussi, si tu achètes ton matos sur Digiphoto, que ce soit un X106 ou n'importe quoi d'autre, dans ton panier, il y a une case code créateur. Si tu marques Loris Romano, j'aurai une petite participation à ton panier, ce qui me permet de dégager du temps pour faire ce genre de vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.